Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, bonjour. Bonjour. Et soutien donc de Marine Le Pen, c'est une évidence. Un week-end de meeting, je le disais à l'instant, pas pour vous. Hier, on a vu Emmanuel Macron, Philippe Poutou, on a vu Fabien Roussel. Aujourd'hui, on verra Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud. C'est un week-end de repos pour votre candidate? Non, c'est pas un week-end de repos. On est maintenant une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. La campagne, elle se juge sur plusieurs mois. Les meetings, c'est toujours de beaux événements, mais en vérité, vous rassemblez vos militants, vous parlez à vos militants. Marine a voulu faire une campagne de terrain, une campagne au plus près des Français. Et elle a voulu faire dès septembre du pouvoir d'achat notamment un axe majeur de sa campagne. C'est vrai que c'est une thématique qui a été assez moquée au début. Hein. On est un peu sous les colibets quand on a choisi ce thème du pouvoir d'achat. Enfin, sur les colibets d'Éric Zemmour. On a senti très tôt. Oui, mais vous savez, on a dit attention à la montée d'Éric Zemmour. On a le calme des vieilles troupes. On sait qu'une campagne c'est long et on pense qu'on sera au second tour. Et on a été un peu moqué là-dessus. Et c'est vrai que Marine Le Pen est la candidate, je crois, de la solidité, des solutions concrètes. Elle a égrené différentes mesures de son programme depuis maintenant 6 mois. Et je pense que son programme aujourd'hui, il est en réalité le plus sérieux, le plus puissant, le plus réfléchi. Et il a pour but d'apporter, dès son élection dans 3 semaines, des réponses concrètes, notamment sur le pouvoir d'achat. On va détailler. Et c'est vrai qu'elle a fait le choix. Moi, j'étais avant-hier avec elle en Moselle et il faut voir l'accueil qu'elle a sur le terrain. Il y a un vrai lien qui s'est créé avec les Français. Je pense que les Français l'aiment parce qu'ils aiment sa sincérité, parce qu'ils la connaissent. Et parce qu'ils savent qu'elle sera une bonne avocate de leurs préoccupations. Son élection dans 3 semaines, ça veut dire que vous êtes d'ores et déjà dans le 2e tour. Pour vous, elle a déjà franchi cette étape du vote des Français la semaine prochaine. Non, j'ai beaucoup d'humilité là-dessus. Je pense qu'elle sera au second tour. Tous les sondages aujourd'hui, en réalité, la placent au second tour. Et je pense qu'elle sera au second tour pour une raison très simple. Je pense que les Français feront le choix de mettre Marine Le Pen face à Emmanuel Macron parce qu'on s'aperçoit que dans tous les sondages de second tour, dans toutes les intentions de vote qui sont faites sur le second tour, Marine Le Pen est, je dis bien, la seule candidate qui est en capacité de battre Emmanuel Macron. On voit la dynamique dans les sondages de second tour. On arrive avec les marges d'erreur à quasi-égalité avec le chef de l'État. Ce qui veut donc dire que tout autre vote, en réalité, dès le premier tour, 53-47. viendrait exactement. Ce qui veut dire que dans les marges d'erreur, elle gagne cette élection présidentielle. Donc, vous voyez, le second tour, c'est une autre élection. Et je pense, pour vous répondre, qu'elle sera au second tour parce qu'elle est la seule à pouvoir gagner. Ça n'est ni le cas de Valérie Pécresse, ni le cas de Jean-Luc Mélenchon, ni le cas d'Éric Zemmour. Et c'est un peu le message que je suis venu délivrer aujourd'hui. C'est-à-dire que tout autre choix au premier tour, une dispersion des voix sur des candidats qui pourraient peut-être donner aujourd'hui entre 9-10%, je pense à Valérie Pécresse ou à Éric Zemmour, viendrait en réalité renforcer Emmanuel Macron. Donc en fait, c'est l'appel au vote utile pour le coup. C'est un vote efficace. Je pense que Marine Le Pen doit avoir la plus forte dynamique possible dès le premier tour pour créer les conditions d'un très large rassemblement au second tour avec tous les amoureux de la France, qu'ils viennent de la droite comme de la gauche. Vous pensez qu'elle fera plus qu'il y a 5 ans au premier tour? Elle avait récolté un peu plus de 21% des voix. Quel est votre objectif pour ce premier tour-ci? Alors, je ne suis ni devin ni sondeur et ça vous va venez de un dire peu, je dirais, qu'elle et je me contredis un Vous peu en pouvez pas nous dire elle va en gagner, quelques dire que vous secondes, n'êtes mais pas devin. pour être très honnête, je ne sais pas le score qu'elle fera au premier tour. Moi, je dis juste aux Français que Emmanuel Macron a beaucoup abîmé le pays durant 5 ans, que nous avons, nous, beaucoup travaillé et que nous apportons des réponses aujourd'hui à ces 2 grands défis de cette élection présidentielle, que sont à la fois les fins de mois difficiles pour des millions de Français, avec l'objectif notamment de rendre, vous le savez, 150 à 200 euros de pouvoir d'achat par mois dès les premiers mois du quinquennat, et l'autre grand défi qui est celui de la fin de la France. Parce qu'en réalité, l'inquiétude de millions de Français aujourd'hui dans notre pays, c'est de ne plus sortir en sécurité et c'est surtout de devenir étrangers dans leur propre pays. Donc ces 2 grands défis qui sont structurants pour les prochaines années sont un peu les 2 grands axes du projet. Et je pense qu'ils correspondent aussi, ce clivage entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, à une recomposition du paysage politique. En vérité, cette élection présidentielle, elle oppose ceux qui se soucient de la disparition de la France, nous, à ceux qui travaillent à la sortir de l'histoire progressivement, et à ceux qui considèrent que la nation est un concept dépassé et qui sont les porte-voix d'intérêts privés. Or, Emmanuel Macron, et on l'a encore vu avec l'affaire McKinsey, est devenu, je crois, le porte-voix d'intérêts privés. Une question, Jordan Bardella. Vous dites, notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Ça ne lui a pas échappé, puisqu'hier, il a ciblé l'extrême droite dans son meeting à la Défense. Je ne me suis pas senti concerné parce que je ne me sens pas d'extrême droite. Vous ne vous êtes pas senti concerné par les attaques d'Emmanuel Macron? Je pense que... Je pense qu'Emmanuel Macron ne sait pas où il va, en fait. Moi, j'ai écouté quand même attentivement hier son discours. Sur la forme, c'est un très
beau meeting, hein, bravo à McKinsey. On sent qu'il y a eu des efforts de réalisation Quel qui ont rapport été faits entre sur la McKinsey forme. et ce meeting, Jordan Je ne sais pas, Bardella sur la dernière campagne présidentielle, c'est McKinsey qui avait conseillé Emmanuel Macron. Il y a eu manifestement peut-être un renvoi d'ascenseur qui était assez généreux de la part de l'État, puisqu'ils ont bénéficié de beaucoup de marchés publics. Mais sur le fond, en tout cas... Non mais arrêtons une seconde, vous dites manifestement renvoi d'ascenseur. Vous avez des informations conduisant à croire que le meeting d'hier aurait été organisé par McKinsey? Je ne sais pas, je pose la question. Moi, j'ai vu qu'en 2017, les gens qui ont conseillé Emmanuel Macron étaient membres du cabinet McKinsey et que ce sont ces mêmes personnes, ce même groupe qui a bénéficié ensuite, ce cabinet privé américain, qui a bénéficié ensuite de marchés publics conséquents. Donc je ne sais pas, la justice, peut-être le PNF, le parquet national financier, qui a été très engagé contre François Fillon en 2017, fera peut-être son travail. Il y a une semaine, juste, on va poursuivre là-dessus et on reviendra dans un instant, mais il y a une semaine, vous étiez en débat sur TF1 face à Gabriel Attal, il vous a fait remarquer que des mairies comme Perpignan, Rassemblement National, avaient également recours à des cabinets de conseil. Excusez-moi, le sujet n'est pas le recours à des cabinets privés. Je veux dire, quand vous êtes à la tête d'une collectivité ou même quand vous êtes à la tête de l'État, lorsqu'on parle de compétences qui ne sont peut-être pas détenues par l'administration française, vous pouvez avoir recours temporairement, de manière ponctuelle, à des cabinets. C'est pas le sujet. Vous le ferez également si Marine Le Pen était le président. Non, mais c'est pas ça le sujet. Mais c'est pas ça le sujet. Les Français l'ont bien compris. Le sujet, c'est la privatisation aujourd'hui de l'État et de la politique de l'État. Le sujet, c'est qu'Emmanuel Macron remet entre les mains de cabinets privés internationaux. Le recours à des cabinets privés a explosé 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros en 2021. Que le gouvernement justifie, entre autres, par la crise sanitaire. C'est que Mme Pannier-Runacher, qui est ministre, qui s'est présentée devant une commission d'enquête parlementaire, a dit le recours au cabinet privé n'a pas explosé durant le quinquennat. C'est faux. C'est faux, il a explosé de manière considérable. 1 milliard d'euros. On peut le faire au niveau des mairies, on ne peut pas le faire au niveau du gouvernement. Non, ce n'est pas cela que je dis. Je dis on ne remet pas l'intérêt général entre les mains de cabinets privés internationaux. On a une administration française, on a des hauts fonctionnaires français, et c'est un mépris pour l'État, un mépris pour l'intérêt général, et aussi pour la transparence, parce qu'encore une fois, qu'un cabinet de conseil américain ait accès donc à un certain nombre de données, aussi des données privées des utilisateurs français, des citoyens français, et conseiller Emmanuel Macron en 2017 et bénéficier ensuite de marchés publics, ça pose la question du renvoi d'ascenseur, et cela pose la question des pratiques de l'État. Donc oui, je le dis et je l'affirme, Emmanuel Macron est devenu aujourd'hui le prête-nom d'intérêts privés. Et c'est d'autant plus vrai d'ailleurs, c'est une contradiction hallucinante dans son discours d'hier, quand il nous parle d'indépendance française. Lui nous parle d'indépendance française, lui qui a vendu Alstom aux Américains, lui qui a vendu Technip, lui qui a vendu Lafarge, lui qui a vendu Alcatel-Lucent, lui qui a menacé de vendre Aéroport de Paris. C'est ça l'indépendance française. Le problème, Jordan Bardella, c'est que ce soit un cabinet de conseil ou c'est que ce soit un cabinet de conseil américain? C'est que ce soit un cabinet de conseil privé américain qui a rendu des services à Emmanuel Macron gratuitement dans le cadre de sa dernière élection présidentielle. Et donc, je me demande si ce n'est pas un renvoi d'ascenseur. Il n'y a aucune preuve que ça aurait été fait par le cabinet. Il y a des collaborateurs qui peuvent avoir un engagement par ailleurs. Oui, enfin, le cabinet, en soi, le cabinet est une pièce avec 4 murs. La question, ce sont les gens qui travaillent dans ce cabinet. Donc, effectivement, cette question, elle est extrêmement importante. Et on voit bien que aujourd'hui, Emmanuel Macron ne sait pas où il va. Quand il nous dit, par exemple, jamais je n'aurais affaissé le pouvoir d'achat et jamais je n'affaisserai le pouvoir d'achat, je ne ferai des économies, il le dit, je ne me résoudrai jamais à faire des économies au détriment des plus modestes. Donc Emmanuel Macron fait campagne contre Emmanuel Macron. Qui a supprimé, qui a fait baisser massivement les APL durant le quinquennat, qui a pénalisé beaucoup de jeunes, c'est lui. Qui a désindexé les pensions de retraite de l'inflation, c'est Emmanuel Macron. Qui a augmenté dès son élection, les taxes sur les carburants, c'est Emmanuel Macron. Donc on a le sentiment d'un grand n'importe quoi, d'une grande confusion, d'un grand désordre, de quelqu'un qui veut être réélu à tout prix, mais qui ne sait pas où est-ce qu'il veut emmener le pays. Et donc, moi j'en conclus la chose suivante, c'est que la seule mesure concrète que nous vend Emmanuel Macron dans le cadre de cette campagne présidentielle qu'il fait tout pour fuir, c'est la retraite à 65 ans. Donc si vous votez Emmanuel Macron, vous aurez la retraite à 65 ans. Il n'y a pas que ça. Il y a la retraite minimum bien au-dessus de 1 000 €. Il y a le recrutement de 50 000 Donc le contraire de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Il y a la mise en place d'un compte épargne universel. Il y a la réévaluation de l'allocation pour les mères seules. Il y a le versement des aides sociales à la source. Est-ce que ça, ce ne sont pas des propositions qui vont dans le bon sens? Mais c'est pas l'exact contraire de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Il nous parle d'une réforme institutionnelle et à demi-mot de la proportionnelle. Donc d'instaurer la proportionnelle, c'est-à-dire en gros 20% aux législatives, c'est 20% de parlementaires à l'Assemblée nationale, ce qui permettrait vraiment d'oxygéner la démocratie. Nous le proposons notamment avec le référendum d'initiative citoyenne. Mais il l'avait déjà promis en 2017, pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait pour cette élection législative? Est-ce qu'on ne peut pas évoluer parfois en politique, changer d'avis sur certains sujets? Monsieur Jean, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a
Un candidat à Vous l'élection dénoncez chez Emmanuel Macron présidentielle. des changements, alors même que vous représentez une candidate qui, sur des sujets comme l'Europe, sur la retraite, a changé de position en disant qu'elle s'adaptait aux On a circonstances. un candidat à l'élection présidentielle qui fait campagne contre le président de la République. On a un candidat qui vient nous parler de pouvoir d'achat, alors qu'il a considérablement abaissé le pouvoir d'achat. Il y a eu un rapport, encore une fois, de l'Institut des politiques publiques, tout ça ne vient pas du Rassemblement national, qui explique de manière très simple que le pouvoir d'achat des 5% les plus pauvres dans notre pays a baissé de 0,5%, quand celui des 1% les plus riches a augmenté de 2,8%. Donc il aura été le président des très riches, il aura été le président d'une ultra-minorité de Français, et si Emmanuel Macron est réélu dans quelques semaines, la saignée fiscale va s'accélérer, la casse sociale va s'accélérer, et nous allons continuer, Il dit encore qu'il une n'augmentera fois, pas les impôts, mais qu'il les baissera. Encore une Vous dites fois, une saignée fiscale, il dit précisément ces l'inverse. promesses n'engagent que ceux qui les croient, et n'engagent surtout que ceux qui les tiennent. Or, ces promesses, il les a déjà faites en 2017, et il ne les a pas tenues. Et puis surtout, il y a un absent dans ce discours. C'est la question de l'immigration, c'est la question de la Alors, sécurité. on va y venir. Ce sont des préoccupations majeures pour des millions de Français qui, aujourd'hui, ont le sentiment de ne plus reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi. Or, la seule candidate qui aura, je crois, le courage, l'autorité, la solidité nécessaire pour établir l'autorité de l'État et surtout permettre à chaque Français de vivre en paix en France, c'est Marine Le Pen. On va venir sur l'immigration en quelques instants, parce qu'on a du temps pour passer en revue un à un les sujets qui vous sont chers dans cette campagne. Je voudrais qu'on revienne à ce qu'on évoquait ensemble il y a quelques instants, à savoir les attaques dont vous avez été l'objet hier au cours du meeting d'Emmanuel Macron. Vous dites « je ne me suis pas reconnu ». Il y a quand même une phrase qui semblait assez transparente lorsque le chef de l'État, candidat, dit « nous nous sommes habitués à laisser des candidats se dire patriotes tout en faisant financer leurs projets et leurs partis à l'étranger ». Vous dénoncez McKinsey et l'utilisation d'un cabinet américain, mais vous-même, vous avez eu recours à des banques qui ne sont pas françaises. Je dénonce l'indécence du président de la République. En 2017, lorsqu'Emmanuel Macron est élu, il prend un engagement sous l'impulsion de François Bayrou, qui est la banque de la démocratie. C'est-à-dire de permettre à tous les partis politiques, à tous les candidats, je vous rappelle qu'en 2017, Marine Le Pen était la seule candidate à l'élection présidentielle à ne pas avoir eu de prêt bancaire, à trouver auprès d'une banque de la démocratie la transparence et les conditions de financement, les moyens de financement de leur campagne électorale. Je vois très bien à quoi fait allusion Emmanuel Macron. Il nous reproche en 2015, lors des élections régionales, 2015, d'avoir sollicité auprès d'une banque tchéco-russe un prêt pour pouvoir financer notre campagne électorale. Un prêt à 6%, qui n'était pas un prêt d'amis. Pourquoi est-ce qu'on est allé chercher une banque tchéco-russe ? Parce que, monsieur, aucune banque française, aucune banque européenne n'avait souhaité prêter à Marine Le Pen. Elle l'avait dit à l'époque. Si le lendemain de la contraction de ce prêt, une banque française décidait de nous prêter, de nous racheter la créance, de nous prêter de l'argent, dès le lendemain matin, nous aurions été voir cette banque française. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est profondément hypocrite de la part d'Emmanuel Macron. La vérité, c'est que la France sous Emmanuel Macron ressemble de moins en moins à une démocratie. Il avait promis la proportionnelle, il ne l'a pas fait. Il a agi d'une manière extrêmement brutale à l'égard des Gilets jaunes, à l'égard de tous ces Français qui sont descendus dans les rues, parce qu'ils avaient l'angoisse des fins de mois, parce qu'ils n'arrivaient plus à pouvoir boucler les fins de mois. L'élection à laquelle Marine Le Pen est candidate, là, la semaine prochaine, n'est pas une élection démocratique ? Mais il y a eu des dérives durant ce quinquennat. Les libertés ont été très sévèrement attaquées. On pourrait parler des heures de la loi Avia, de la mise sous tutelle des libertés numériques par les GAFA, mais par des puissances privées américaines. Encore une fois, par la grande braderie qui a été faite de l'industrie française. Quand on est chef de l'État, on ne fait pas une braderie de l'industrie française. On ne vend pas les fleurons de l'industrie française à des groupes étrangers. Donc, est-ce qu'on continue pendant 5 ans supplémentaires ? Est-ce qu'on continue pendant 5 ans supplémentaires avec 60% de taxes sur les carburants ? Est-ce qu'on continue pendant 5 ans supplémentaires avec une baisse de 18 centimes qui est entrée en vigueur cette semaine ? Des retraités qui vivent avec 8 euros par jour. Mais ça, ce sont des cadeaux à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. La vérité, c'est que la première mesure d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu en 2017, ça a été l'augmentation de la TICPE, c'est-à-dire l'augmentation des taxes sur les carburants. Nous baisserons les taxes sur les carburants et nous le ferons dès les premières semaines de notre élection. Vous savez que nous souhaitons faire de l'énergie, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, l'électricité, le gaz, le fioul, les carburants, des produits de première nécessité et d'abaisser la TVA de 20% à 5,5. Et l'ensemble des baisses de taxes que nous souhaitons faire, notamment sur les carburants, vont permettre aux Français de gagner 15 à 30 euros par plein d'essence. C'est considérable. Et la candidate du pouvoir d'achat, c'est Marine Le Pen. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, vous ne feriez pas, comme Emmanuel Macron le fait aujourd'hui, un effort pour que l'essence coûte moins cher aujourd'hui ? Non mais attendez, donc on vient leur casser la jambe aux Français en augmentant
les taxes sur l'essence, Le et ensuite contexte on vient d'il y a leur 5 offrir ans, une Jordan béquille. Bardella n'est pas le même qu'aujourd'hui. Mais ça n'est pas le Les sujet. cours mondiaux ne sont C'est pas au même niveau. dérisoire. Vous avez 60% de taxes sur les carburants. Le moyen le plus simple, le plus efficace de rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est de baisser immédiatement les taxes. Nous le ferons. Et tant que le prix du litre sera supérieur, le cours du baril sera supérieur à $100 le baril, nous supprimons toutes les hausses de TICPE qui ont été faites par Emmanuel Macron entre 2015 et 2018, puisqu'avant d'être président de la République, il était ministre de l'économie. Et ça, c'est du pouvoir d'achat qu'on va rendre. C'est 200 € de pouvoir d'achat qu'on va rendre, mais pas seulement. On doublera aussi les aides aux familles monoparentales. On réindexera les pensions de retraite sur l'inflation. Nous allons rétablir la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves. Tout ça, c'est du pouvoir d'achat qu'on va rendre aux Français parce que c'est leur argent, c'est les fruits de leur Faudrait travail. compter, Et Jordan tout cela Bardella, est le nombre de chiffré. fois que vous dites pouvoir d'achat dans cette émission. On voit bien que c'est quand même un sujet sur lequel vous voulez avancer. On a C'est fait très clair. ça fait même plusieurs. Je vais même aller dans votre sens. Ça fait même 6 mois qu'on en parle et on a fait C'est campagne incontestable. là-dessus. Et je crois qu'effectivement, les enquêtes d'opinion montrent que la candidate du Rassemblement national est identifiée sur ce sujet. Hier, Emmanuel Macron a dit autre chose. Il souhaite bon courage. Bon courage, je cite, à ceux qui défendent le grand rabougrissement. Vous dites que vous ne vous reconnaissez pas. C'est Non, pas pourtant du tout. vous qui êtes visé, peut-être avec Éric Zemmour d'ailleurs. Non, pas du tout. Je pense que le grand rabougrissement, c'est lui. C'est lui qui a laissé l'insécurité exploser dans notre pays. C'est lui qui est à l'origine de crises qu'il a lui-même suscitées. La crise des Gilets jaunes, qui par son arrogance, son mépris, par toutes les petites phrases blessantes, mesquines, méchantes qu'il y a eu à l'égard des Français, ont amené des millions de Français, des milliers de Français en tout cas, à se mobiliser dans la rue. La mobilisation contre sa propre réforme des retraites, c'est lui qui va revenir d'ailleurs sous une forme ou sous une autre s'il était réélu. Et en vérité, les Français savent très bien que la réélection d'Emmanuel Macron, ça serait les Français dans la rue. La réélection d'Emmanuel Macron amènerait de nouvelles manifestations contre la casse sociale qu'il va organiser, de nouvelles manifestations contre les prix délirants des carburants qu'il a lui-même, encore une fois, suscité. La crise du Covid, je ne dis pas que c'est lui le Covid, mais qui a supprimé 27 000 lits à l'hôpital public entre 2013 et 2021, c'est lui, puisqu'avant d'être président de la République, il était ministre de l'économie. Donc tout cela, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un facteur de chaos, ça a été un facteur de désordre depuis 5 ans, et je pense qu'il y a un besoin de concorde, il y a un besoin d'apaisement, il y a un besoin d'unité, de rassemblement des Français, et c'est vrai que le projet que porte Marine Le Pen a vocation à rassembler les Français au second tour, et surtout à permettre aux Français de retrouver du pouvoir d'achat, de la sécurité, et de pouvoir tout simplement leur rendre leur pays. Il y a peut-être un point sur lequel vous vous retrouvez avec la majorité. C'est ce que dit par exemple Manuel Valls ce matin dans le journal du dimanche. Il dit Marine Le Pen peut être présidente. Il est minuit moins une de son point de vue. Ou Emmanuel Macron, hier encore, qui dans son meeting dit cela peut advenir. Ne croyez pas les sondages ou les commentateurs qui seraient formels, qui vous disent que c'est impossible. Il y a quelques jours déjà, Édouard Philippe disait elle peut gagner la présidentielle, Marine Le Pen. Là, pour le coup, vous ne diriez pas mieux. C'est extrêmement rare que je sois d'accord avec Édouard Philippe, Manuel Valls et Emmanuel Macron, et surtout en même temps. Mais ils ont raison, Marine Le Pen peut gagner, Marine Le Pen va gagner cette élection présidentielle. Après, vous n'êtes pas dupe, c'est une manière pour eux de remobiliser leurs troupes. C'est pour ça que je dis aux Français, ce sont les abstentionnistes qui feront réélire Emmanuel Macron. Si le peuple vote, le peuple gagne. Si les Français se déplacent massivement dans les urnes dimanche prochain, alors ils mettront fin à 5 années de tension, de désordre, de mépris, d'outrance et d'arrogance à l'égard des Français. Marine Le Pen, elle a, depuis 20 ans, elle a porté des sujets qui sont aujourd'hui majoritaires. C'est elle qui a mis dans le débat public la question de l'immigration, la question de la laïcité, la question de l'indépendance française. Tout le monde en parle aujourd'hui. La question de la souveraineté, du patriotisme économique. Nous ne faisons... Et c'est pour ça que je ne me reconnais pas dans le qualificatif d'extrême droite. Nous défendons des idées de bon sens. Nous défendons des idées qui sont majoritaires aujourd'hui dans le pays. Et je pense que sur tout un tas de sujets, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, les Français peuvent, dans cette élection présidentielle, reprendre le contrôle. La politique, elle est dans tout. Elle est dans leur quotidien. Elle est dans les impôts qu'ils payent. Elle est dans les infrastructures de santé. Elle est dans les agressions qu'ils subissent au quotidien. En quoi les électeurs, vos électeurs, se déplaceraient davantage cette fois-ci que, par exemple, au régional, où ces mêmes sondages pouvaient, pour certains instituts, vous donner jusqu'à plusieurs régions gagnantes. Et la réalité, c'est que vos électeurs ne sont pas allés voter. Vous savez qu'aux élections régionales, on sortait d'un confinement. Enfin, je veux dire, il y a eu un impact, que ce soit sur les élections municipales ou sur les élections régionales, avec un taux de participation de 25%. On sait très bien qu'à l'élection présidentielle, on n'est pas dans ce cadre-là. Et les Français vont se déplacer, je le crois, pour élire Marine Le Pen, parce qu'ils savent que seule l'élection présidentielle, en réalité, peut changer concrètement leur quotidien. Je ne mésestime pas le poids des régions dans le quotidien des Français, mais voyez bien que c'est incomparable.
La question, c'est où est-ce qu'on va dans les 5 prochaines années? Et moi, je dis aux Français, les choix qui vont être faits durant le quinquennat qui vient n'engageront pas la France pour les 5 prochaines années, mais vont engager la France pour les 50 prochaines années. Si on subit 5 années supplémentaires, avec 1 275 000 titres de séjour qui sont accordés chaque année, sans parler des clandestins, ça aura des conséquences irrémédiables sur le visage de votre pays, sur l'identité de vos quartiers, sur la manière dont on vit aujourd'hui en France. On peut reprendre le contrôle. Ce que vous vivez n'est pas une fatalité. La violence, l'insécurité, une agression gratuite toutes les 44 secondes, ça n'est pas une fatalité. Donc, je pense que tous les patriotes, tous ceux qui sont amoureux, attachés à l'identité, à la nation française, doivent se déplacer la semaine prochaine et que tous les patriotes ont en tout cas une responsabilité, celle d'accorder la dynamique la plus forte à celle qui peut gagner, c'est-à-dire à Marine Le Pen, dès le premier tour. Mais vous sentez un intérêt dans le pays des Français pour ce scrutin? Ça fait des semaines qu'on dit la campagne a du mal à prendre. Alors pour le coup, sur l'antenne d'LCI, on en parle beaucoup et vous êtes souvent venu et intervenu. Est-ce que c'est également l'impression que vous avez quand vous vous déplacez? Est-ce que vous avez, vous, la conviction que l'abstention sera réduite la semaine prochaine? Quand on regarde par exemple ce que nous dit notre partenaire IFOP, on anticipe une participation de 71,5%. Il monte. C'était Ça va un peu plus, 77,8% on peut s'en féliciter. en 2017. C'est quand même nettement inférieur à 2017, qui n'était déjà pas une élection record en termes de participation. Moi, je dis aux Français, si vous n'allez pas à la politique va venir à vous. Parce que la politique, elle n'est pas seulement dans les impôts que vous payez, elle est aussi dans les infrastructures de santé, dans le manque de médecins aujourd'hui dans beaucoup de départements. Elle est dans ce niveau abyssal aujourd'hui de la violence. Elle est dans ces retraités qui vivent 8 € par jour et qui sont contraints de couper le chauffage une fois tous les 2 jours pour pouvoir se chauffer. Elle est dans ces 1 Français sur 4 qui n'arrivent plus à se nourrir correctement, qui sont obligés soit de sauter des repas, soit de limiter les pleins de courses parce que l'alimentation est devenue trop chère et qu'elle explose. Et nous avons notamment une mesure très forte sur ce sujet, c'est que à partir du moment où l'inflation sera supérieure d'1 point à la croissance, nous supprimerons la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. Ça peut être le riz, les pâtes, les liquides, sur un panier de la ménagère de 100 produits de première nécessité. Donc vous voyez, on a des réponses concrètes. Donc tout ça, c'est pas une fatalité. Et tous ceux qui vous disent depuis des années qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est une fatalité, qu'on ne peut rien faire pour changer les choses, vous mentent. Et ceux qui vous disent que l'élection présidentielle est déjà jouée, vous mentent également. Jordan Bardella. Si les Français votent, alors les Français gagnent. Je m'arrête un instant sur ce que vous venez de dire. Ça fait des mois qu'Emmanuel Macron est accusé, critiqué par ses adversaires pour avoir beaucoup dépensé. Valérie Pécresse dit qu'il a cramé la caisse. En l'occurrence, les différents plans de relance, de résilience, se chiffrent en milliards d'euros. Emmanuel Macron, il a agi pour les Français ces derniers mois, ces dernières années. Alors, mettons de côté le début du quinquennat, admettons qu'il ait changé. Très bien. Et qu'il le fasse à l'approche de l'élection. La réalité, c'est qu'il dépense, que ça nous coûte très cher, que la dette se creuse. Comment est-ce que vous allez financer tout ça sans faire exactement la même chose que lui, c'est-à-dire creuser la dette? Vous disiez tout à l'heure augmenter les impôts. Comment vous faites pour faire ni de la dette supplémentaire, ni des impôts supplémentaires? Emmanuel Macron, c'est 600 milliards d'euros de dette. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques semaines et qui pointait la responsabilité du Covid comme un tiers uniquement de ces augmentations de dette. Donc oui, l'État était mal géré. Mais depuis le début de cette émission, vous dites ce que vous allez dépenser pour les Français. Mais parce qu'il y a des économies à faire, monsieur Gindre. Il y a des économies à faire dans la fraude sociale et dans la fraude fiscale. Il y a Charles Prats, ce magistrat, qui a publié un bouquin qui s'appelle Le cartel des fraudes, dans lequel il chiffre la fraude à 50 milliards d'euros, 7 millions de fausses cartes vitales en circulation. Vous savez que c'est un chiffre qui est très contesté. Nous irons chercher la Cour des comptes, pareil, plusieurs milliards d'euros la fraude. Nous irons chercher cet argent parce que c'est de l'argent qui est volé aux Français en mettant notamment en place une carte vitale biométrique. Nous ferons des économies sur l'immigration parce que, pardon, mais la France n'a pas vocation à être une terre d'immigration dans la situation actuelle de notre pays. La France n'a pas vocation à être un guichet social pour la terre entière. Où vous venez en France, vous pouvez bénéficier des soins gratuits, d'un HLM. Je vous rappelle qu'il y a 31% des immigrés, selon l'INSEE, qui occupent des HLM. Il y a une préférence étrangère qui s'est mise en place dans la matière. Nous réserverons les HLM et les logements sociaux aux Français parce que ça fait partie de la solidarité nationale. Donc nous ferons des économies sur la fraude, sur l'immigration. Nous ferons des économies dans les mauvaises dépenses de l'État, les cabinets privés, McKinsey, etc. Tout ça, ça sera terminé. Nous ferons des économies sur le coût faramineux de la décentralisation. Plusieurs milliards d'euros d'après la Cour des comptes. Croyez-moi, il y a beaucoup d'argent à aller chercher sur l'argent qu'on donne
tous les ans à l'Union européenne. 23 milliards d'euros à l'Union européenne qui nous en rend 13. On perd cash 7 à 10 milliards par an dans le puissant fonds de l'Union européenne pour aller financer des ponts en Ouganda. Donc, il y a des économies à faire dans les mauvaises dépenses de l'État. Il faut juste en avoir le courage. Il faut juste en avoir la volonté politique. Le projet de Marine Le Pen, il est disponible sur son site de campagne. Il est chiffré 68 milliards de dépenses, mais chiffré, raisonnable, sérieux. Je n'ai pas vu le chiffrage et le sérieux dans les autres candidats. Je n'ai pas vu le sérieux et le En chiffrage l'occurrence, il y a eu du chez chiffrage à peu Valérie près partout. Pécresse, qui s'est pris les pieds dans le tapis quand on lui a demandé comment est-ce qu'elle allait financer ses augmentations de salaire, ou chez Emmanuel Macron. Donc, le reproche, si vous voulez, de la crédibilité économique de gens qui ont mis notre pays dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, je pense que les Français en ont un peu ras-le-bol. Vous reparlez immigration et sécurité parce que vous avez peur que certains de vos électeurs se laissent tenter par Éric Zemmour, qui a beaucoup plus parlé de ce sujet que vous pendant cette campagne. Vous avez beaucoup plus fait campagne sur le pouvoir Non, d'achat. je ne le crois pas. Vous savez, ça fait 40 ans qu'on parle d'immigration. Et nous, on en parlait quand le sujet était minoritaire. On a été les premiers lanceurs d'alerte sur ce sujet. Et on peut se retrouver sur les constats avec Éric Zemmour, c'est indéniable. Mais qui est en capacité d'agir aujourd'hui ? Qui est en capacité d'agir aujourd'hui ? Éric Zemmour ne se qualifiera pas pour le second tour de l'élection présidentielle. Il ne sera pas président de la République dans 3 semaines et il le sait. J'espère qu'il appellera à voter pour Marine Le Pen. Vous pourrez peut-être lui poser la question. J'espère qu'il appellera à voter pour Marine Le Pen. Je veux juste dire à ces électeurs qui sont des patriotes sincères, une course contre la montre est engagée. Se joue dans cette élection un enjeu fondamental qui est celui de sauver la France, de sauver notre pays. Si, comme le pensent beaucoup de patriotes sincères chez les Républicains, mais aussi chez Éric Zemmour, l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de sauver la France, alors il faut voter le plus efficacement possible. Il faut voter pour la seule qui est aujourd'hui capable d'arriver au pouvoir et de mettre fin à cette spirale du déclinisme dans laquelle nous sommes tombés depuis maintenant 30 ans. Ne gaspillez pas votre voix, on On n'a a plus bien le temps compris que c'était d'attendre. l'appel au vote utile, Jordan Bardella. Si vous êtes effectivement au deuxième tour, vous dites « J'espère que Éric Zemmour appellera à voter pour Marine Le Ça Pen ». serait cohérent. Quand on a posé la question à Marine Le Pen cette semaine à plusieurs reprises, ce n'est pas la réponse qu'elle formule. C'est une différence que vous avez avec elle. Non, elle ne le dit pas cela. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Je dis que On a le si sentiment Éric que ça Zemmour- l'embarrasserait Non, qu'Éric Zemmour mais appelle à voter pour elle. Aucun embarras, je vous rassure. Si Éric Zemmour est cohérent et qu'il considère que se joue dans cette élection présidentielle la survie de notre pays et qu'il souhaite que la France reste la France, alors ça sera tout sauf Macron au second tour. Et alors il doit en cohérence et en responsabilité appeler à voter pour la seule candidate qui depuis 30 ans se bat justement pour que la France reste la France, pour empêcher que mon pays, que notre pays soit submergé par la violence, par la délinquance, par l'insécurité, et surtout pour permettre aux Français de reprendre le contrôle et la maîtrise de leur destin. Je pense que c'est vraiment l'enjeu de cette élection Elle présidentielle. parle souvent d'union nationale, Marine Le Pen, sur ce qu'elle ferait une fois élue présidente de la République, si cela arrive. Est-ce que cette union nationale, elle se fera avec Éric Zemmour ? Est-ce que vous le souhaitez ? Vous souhaitez qu'il appelle à voter pour elle ? Est-ce que vous souhaitez qu'il fasse partie du gouvernement de Marine Le Pen ? Mais ça, c'est Marine Le Pen qui le décidera. Mais, Oui, mais c'est à vous je que je veux pose la juste bien question. vous faire comprendre. Marine Le Pen va gagner, je crois, cette élection présidentielle. Si elle gagne cette élection présidentielle, ça n'est pas le Rassemblement national qui va arriver au pouvoir. Elle a dit à plusieurs reprises qu'elle souhaitait composer un gouvernement d'union nationale avec tous les amoureux de la France. Des amoureux de la France, il y en a D'où ma partout. question sur Éric Zemmour. Mais le désaccord qu'on a avec Éric Zemmour, nous verrons et c'est elle qui fera son choix. Le désaccord que nous avons avec Éric Zemmour, il s'est enfermé dans un clivage qui est à mon sens un clivage passiste, qui est le clivage entre la gauche et la droite. Parce qu'il considère, comme beaucoup de patriotes à droite avec qui j'ai des désaccords, qu'être de droite, ça serait aimer la France, et qu'être de gauche, ça serait combattre, ne pas aimer la France. Marine Le Pen, elle est au-dessus de tout cela. Elle rassemble des gens qui viennent d'horizons divergents. Parce que des amoureux de la France, il y en a à droite, il y en a à gauche, mais quand l'enjeu, c'est de sauver la France. Alors on n'a pas le droit d'ajouter une division, une fracture supplémentaire dans le pays. Laissons cela à Emmanuel Macron. Vous évoquiez à l'instant le cas d'Éric Zemmour, la question de l'union nationale. Est-ce que vous diriez Marine Le Pen, après son élection, si elle est élue encore une fois, quittera tout élément de radicalité au nom du rassemblement, au nom de cette avancée de la dédiabolisation qu'elle a engagée il y a plusieurs années déjà ? Quel élément de radicalité ? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous nous dites il ne faudra plus être radical sur rien ? Mais on ne défend pas des idées qui sont radicales, on défend des idées de bon sens qui sont majoritaires dans le pays. Il n'y a que vous qui considérez que c'est radical que de fermer les mosquées radicales, que d'expulser les délinquants et criminels étrangers, que d'expulser les fichiers S radicalisés, que de créer de nouvelles places de prison, que d'arrêter l'immigration, que d'expulser les clandestins, que d'arrêter d'offrir les soins gratuits aux clandestins qui viennent dans notre pays, qui considèrent la France comme un guichet social. Les Français ne trouvent pas cela radical. Les Français sont majoritaires à penser cela. Donc nous voulons simplement prendre les idées majoritaires dans le pays
et leur donner une application concrète. Mais la différence qu'on a avec tous les autres, c'est que notre projet, il est juridiquement irréprochable, il est politiquement viable, il est sérieux. Notre référendum sur l'immigration, que nous allons soumettre aux Français dès les premiers mois de notre élection, la grande loi que nous souhaitons faire voter contre l'idéologie islamiste pour combattre concrètement cette idée qui se diffuse aujourd'hui dans le pays, a été travaillée avec des professionnels, elle a été travaillée avec des juristes, elle a été travaillée avec des magistrats. Et c'est notamment Jean-Paul Garot qui se chargera de son application. Jean-Paul Garot qui a été magistrat, qui est le père du parquet national antiterroriste, qui a été député de la droite des Républicains pendant plusieurs années et qui sera le ministre de la Justice de Marine Le Pen. Si nous arrivons à la tête de l'État, voilà un nom de ministre qui composera ce gouvernement. Jordan Bardella, vous dites pas de radicalité, mais on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours ensemble dans le cadre du Grand Jury, dimanche dernier. Quand Marine Le Pen et quand vous dites plus de nourriture halal ou cachère, plus du tout en France, parce que vous ne souhaitez pas d'abattage rituel sans étourdissement préalable. Est-ce que ça, c'est pas une mesure radicale? Est-ce qu'on ne peut pas, encore une fois, vivre sa religion, consommer de la nourriture cachère ou halal, sans être en contradiction avec les valeurs de la République? Vous voyez, on a une approche qui est parfaitement mesurée sur cette question. Nous en discuterons avec les cultes. Mais c'est pas très mesuré de dire plus du tout de cachère ou de halal en France. Ce que je dis, c'est que la souffrance animale est un vrai sujet dans notre société. Et ce qui est radical, voyez-vous, c'est l'abattage des bêtes sans étourdissement préalable. Mais c'est un sujet que vous prenez en prétexte pour interdire le halal et le cachère. Non, parce que vous prenez ça sous l'angle religieux. Moi, je prends ça sous l'angle des gens qui consomment. Animale. Pardon de le prendre sous l'angle de nos concitoyens, Jordan Bardella. Il y a des gens qui consomment du halal et du cachère. Eh bien, oui, mais je suis en désaccord avec vous sur la méthode. Moi, j'ai entendu le recteur de la mosquée de Paris, M. Dalil Boubaker, indiquer que l'électronervose pourrait être, par exemple, une technique d'étourdissement des bêtes avant l'abattage. Vous prenez ça sous un angle religieux. Moi, je prends ça sur l'angle de la dignité animale. Pardon, mais quand on voit des vidéos circuler sur les réseaux sociaux, des abattoirs de bêtes qui sont abattues sans étourdissement préalable, moi, ça me choque. Et croyez-moi, ça choque beaucoup de Français. Mais nous ferons ça calmement. Nous ferons ça sereinement. De la même manière, lorsque nous souhaitons couper, par exemple, les prestations sociales aux étrangers, parce que je considère que les prestations sociales doivent c'est une radicalité tranquille, d'une certaine manière. Mais c'est pas une radicalité tranquille, c'est simplement être ferme, mais être humain, être humaniste. Et par exemple, j'en termine, les prestations sociales aux étrangers ne seront pas coupées du jour au lendemain. Nous laisserons 1 an. On n'est pas des bourrins. On va faire ça sereinement, calmement. On va laisser aux gens la possibilité de s'organiser. Comprenez bien que ce qu'on va faire sur l'immigration, c'est l'exact opposé de ce qui a été fait pendant 30 ans. On propose quelque chose de tellement différent. Il faudra le temps de s'adapter. Mais je pense que, j'en termine, aucun Français qui nous regarde, aucun, ne peut douter de la détermination de Marine Le Pen d'arrêter l'immigration et de permettre aux Français de reprendre le contrôle. On n'est pas des bourrins. Vous dites ça pour Éric Zemmour. Vous considérez que lui, son programme, c'est un programme, je vous reprends vos mots, de bourrin? Mais je ne dis pas cela. Écoutez, il y a eu une campagne électorale. Avec Éric Zemmour, on s'est affronté. On a mis sur la table nos désaccords stratégiques. Mais je dis que le temps de la campagne électorale, il est terminé. En tout cas, il sera terminé dans quelques jours. Et que l'essentiel, c'est que Emmanuel Macron ne soit pas réélu. Et c'est de faire gagner ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la volonté que la France reste la France dans ce 21e siècle et surtout la volonté de permettre aux Français de reprendre le contrôle. Tous les amoureux de la France doivent maintenant se rassembler. On s'est confrontés, on s'est affrontés, mais il y a en tout cas 6 mois d'études d'opinion, 6 mois d'intention de vote et à la dernière élection présidentielle, les sondages ont en tout cas donné à la virgule près le score qui est sorti dans les urnes dimanche après. On ne sait pas ce que nous réservent les urnes, mais en tout cas, l'important, c'est de se rassembler, de se réunir pour sauver notre pays. Et même si on a été en désaccord sur la stratégie, il faut aujourd'hui s'admettre à dire que Marine Le Pen est incontestablement la patriote la mieux placée, en tout cas la seule qui peut battre Emmanuel Macron. Et il n'aura pas échappé à ceux qui ont Louis Fink que les mots que vous venez de reprendre reprennent en partie un slogan d'Éric Zemmour utilisé dans cette campagne et partagé à droite pour que la France reste la France. Merci beaucoup Jordan Bardella, président du Rassemblement